Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire criminelle qui a choqué toute la France dans les années 70 non seulement par sa brutalité, mais aussi par la manière dont elle s'est terminée, une exécution à la guillotine publique, implacable, et la toute dernière dans l'histoire de France. Si vous pensez que les meurtres sont toujours commis dans un accès de folie ou sous l'effet de la drogue, cette histoire va vous faire changer d'avis. Il n'y avait pas de cris, pas de course-poursuite dramatique. Juste un après-midi tranquille, une maison paisible, une fillette de 7 ans qui joue dans sa chambre, puis soudain un couteau tranchant sa gorge. Sa mère, enceinte de 8 mois, est poignardée au ventre. Le sang recouvre le sol. Mais le tueur ne s'enfuit pas en panique. Non. Il sort calmement, comme s'il venait de faire ses courses. Qu'est-ce qui pousse un homme, lucide, à égorger une enfant pour quelques milliers de francs? Quel était son vrai mobile? Et pourquoi la société française a-t-elle choisi, cette fois-là, de dire « il faut le décapiter » ? Plongeons ensemble dans l'affaire Ali Ben Yann, un crime qui n'a pas seulement brisé une famille, mais qui a aussi clos à jamais un chapitre sanglant de la justice française. Ce n'est pas juste l'histoire d'un meurtrier. C'est un avertissement. Le prix à payer quand le mal n'est pas stoppé à temps. Partie 1. Ali Ben Yann, l'homme silencieux qui a choisi les ténèbres. Avant de devenir le dernier guillotiné de France, Ali Ben Yann n'était qu'un nom inconnu discret, pauvre, invisible dans cette France brillante des années 60-70. Né en Tunisie dans une famille ouvrière, il avait quitté son pays pour la France, comme tant d'autres travailleurs immigrés de l'après-guerre, dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais la France de l'époque n'était pas un paradis. Je suis venu ici pour vivre, mais j'ai l'impression de seulement survivre. Une phrase qu'Ali aurait écrite dans un carnet personnel. Ali enchaîne les petits boulots, manœuvre, jardinier, porteur. Il vit dans des quartiers insalubres en périphérie de Nice. Son salaire est maigre, son avenir inexistant. Il est transparent aux yeux de la société, personne ne se soucie de lui. Peu à peu, l'isolement devient rage. La pauvreté devient rancœur. Et l'invisibilité devient ce désir malsain d'exister à tout prix, même dans le sang. Ali n'a pas d'argent, pas d'éducation, pas d'amis proches. Mais il y a une personne qui reste à ses côtés, Hossein, un parent, lui aussi immigré. Hossein n'est pas violent comme Ali, mais il partage une frustration commune, la lassitude de la misère et l'envie de faire un coup pour en finir. Un jour, Ali lui dit « Je connais une maison, une famille italienne. Il y a de l'argent, c'est facile. Pas d'homme à la maison. » Il le dit d'un ton calme, presque banal, comme s'il parlait de voler une poule. Au début, Hossein hésite. Mais après quelques mots bien placés et une promesse de partager le butin, il cède. Peut-être, à ce moment-là, pensait-il seulement à un cambriolage simple, rapide. Quelques milliers de francs, et la liberté. Mais dans l'ombre du cœur d'Ali, l'intention était déjà bien plus sombre. Ali ne voulait pas seulement voler. Il voulait dominer. Il voulait prouver qu'un homme écrasé par la vie pouvait encore inspirer la peur. Pour lui, égorger une enfant n'était pas un crime, c'était une déclaration. Inacceptable? Inhumain? Oui. Mais c'est ainsi que certains criminels transforment leur malheur en justification monstrueuse. On dit souvent, nul ne naît monstre. Mais si vous avez été un fantôme toute votre vie, ne voudriez-vous pas, un jour, devenir l'ombre qui écrase les autres, juste pour vous sentir exister? Ali Ben Yann, un homme qui, même après son arrestation, n'a jamais pleuré, jamais tremblé, jamais regretté. Il a juste dit, d'une voix glaciale, « J'avais besoin d'argent. La petite a couru, alors je l'ai tuée. C'est tout. » Ce n'était pas de la folie.
C'était le mal lucide planifié, assumé, sans émotion. Partie 2, le 28 septembre 1971 quand l'enfer a franchi le seuil d'une maison paisible. Gatière. Une petite ville tranquille de Provence, dans le sud de la France. Un endroit où l'on vient chercher la sérénité, fuir la ville, respirer l'air pur. Mais en ce midi du 28 septembre 1971, une simple maison de campagne s'est transformée en scène de cauchemar. La maison appartenait à la famille Marat des immigrés italiens, travailleurs, discrets, sans histoire. Ce jour-là, le père est absent. À la maison, il n'y a que Cortona Marat, enceinte de 8 mois, et sa fille de 7 ans, la petite Danielle. Peut-être que si elle avait su ce qui allait arriver, Cortona aurait fermé les portes plus fort. Peut-être que si son mari avait été là, tout aurait changé. Mais le mal n'attend jamais qu'on soit prêt. Ali Ben Yann et Hossein les surveillent depuis le matin. Ils savent que seules 2 femmes sont à l'intérieur. Ils ont un couteau, un sac pour l'argent. Et dans la tête d'Ali, ce n'est pas qu'un vol. C'est une vengeance contre la vie. Vers midi, Ali force la porte et entre comme un ouragan. Cortona est surprise, tétanisée. Il lui colle le couteau sous la gorge et crie « L'argent, donne-moi l'argent !» Vite. Tremblante, elle lui indique une armoire. Mais il ne la croit pas. Il pense qu'elle cache plus. Alors, sans prévenir, il lui entaille violemment le bras. Le sang coule sur le sol. La petite Danielle pleure, terrifiée. Ali les fait monter à l'étage, c'est là que l'horreur atteint son sommet. Alors que la mère supplie pour la vie de sa fille, Danielle tente de s'échapper en courant vers la porte. Mais elle n'a pas le temps. Ali la rattrape, l'attrape et lui tranche la gorge d'un seul coup sec. Elle criait trop. Je supportais pas. Ali l'avouera plus tard, sans la moindre émotion. Le sang jaillit comme une fontaine. L'escalier, la moquette, les murs, tout est souillé. Danielle s'étend meurt sur le coup, dans une peur absolue. Pas de fuite possible. Pas de mot d'adieu. Juste la douleur et l'obscurité. Cortona tombe au sol. Mais Ali n'en a pas fini. Il revient vers elle et lui enfonce 3 coups de couteau dans le ventre visant directement le bébé. Ce n'est plus un vol. C'est un massacre. Et ce qui glace le sang, c'est le silence avec lequel il agit. Pas de cris. Pas de panique. Un calme glacial. Celui d'un homme qui croit que ce qu'il fait est normal. Ali fouille la maison, trouve environ 2000 francs, une somme ridicule, face à la vie d'un enfant. Puis, avec Hossein, il s'en va. Tranquillement. Sans courir. Sans regarder derrière lui. Comme s'il sortait d'un déjeuner et non d'un bain de sang. Cortona, le bras lacéré, le ventre en sang, le cœur brisé, rampe jusqu'au téléphone et appelle la police. Elle ne s'est pas laissée mourir. Son instinct de mère était plus fort que les coups de couteau. L'amour pour l'enfant qu'elle portait et la perte de celle qu'elle tenait dans ses bras lui ont donné une force que peu peuvent imaginer. La police arrive. Quand il voit le corps de Danielle, il reste silencieux quelques secondes. Un silence rare. J'ai 22 ans de métier, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi barbare. Témoignage d'un enquêteur, noté dans le dossier. La mère est transportée d'urgence à l'hôpital. Et, par miracle, elle survit. Le bébé dans son ventre, un petit garçon aussi. Quand elle se réveille à l'hôpital, la première chose qu'elle dit n'est pas « Est-ce que je vais bien ?» mais « Ils ont tué ma fille, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu la protéger. » Personne ne répond. Parce que c'est vrai. Ce jour-là, une petite ville tranquille est entrée dans la légende noire.
Le jour où un inconnu est entré dans l'histoire, trempé du sang d'une enfant. Partie 3. La traque et le calme glaçant d'un homme sans empathie. Gatière est sous choc. La police, les médias, tout le voisinage, le drame a laissé des traces indélébiles. Une fillette de 7 ans égorgée, une mère enceinte poignardée, une famille détruite en quelques minutes. Mais ce qui hante l'enquête, ce n'est pas seulement le carnage, c'est la froideur méthodique du coupable. Dès l'après-midi même, les forces de l'ordre bouclent les lieux. Du sang ruisselle dans l'escalier, la porte principale est fracturée, et dans la chambre, troublant les détectives, aucun signe de résistance. Ce n'est pas un fou furieux. Tout était organisé. Un criminel logique. Un constat glaçant validé seulement par l'observation de la scène. Les premiers psychologues du tribunal concluent rapidement. Il s'agit d'un meurtre prémédité, pas un braquage qui tourne mal. Chaque coup, pour étouffer tout cri, pour effrayer l'âme, est une action réfléchie, consciente, cruelle. Malgré ses blessures graves, Cortona Mara est réveillée en hôpital. Elle ne peut pas sauver sa fille, mais elle décrit de façon très claire les deux assaillants. L'un noirci bâille le soleil, environ un M75, yeux très sombres, parlait un français traînant. L'autre, plus petit, restait en retrait, visiblement effrayé. Cette description pousse la police à cibler rapidement la communauté nord-africaine défavorisée autour de Nice. En moins de 48 heures, Hossein, le complice moins audacieux, est localisé. Tentant de fuir le soir venu, il est intercepté et sous la pression morale et judiciaire, il implique Ali dans les moindres détails. Je pensais qu'on volait juste. Quand il a sorti le couteau, je ne savais plus rien contrôler. Raconte-t-il, en pleurs. La police débarque chez Ali à Nice. Lui, il ne résiste pas. Il reste immobile, comme s'il savait que la chaîne de conséquences avait été lancée. Quand on le menotte, il lance à un policier. « Je savais que vous viendriez. Dommage, je n'ai pas eu le temps d'en faire plus. » Cette phrase, aussi dérangeante soit-elle, glace l'atmosphère de la cellule d'interrogatoire. Ali ne nie rien. Il décrit les événements calmement, comme s'il parlait de choses anodines. La petite a couru. Elle criait fort. Je ne voulais pas qu'elle alerte les gens. Alors je l'ai tranchée. La mère m'a retenu un instant. J'ai planté le couteau dans le ventre. C'était facile, la lame était affûtée. Le ton? Détaché. Indifférent. Les experts psychiatriques concluront, Ali n'est pas fou. Il ne souffre d'aucun trouble mental. Mais il est vide. Sans empathie, sans remords. On parle d'un moi vide, un individu lucide psychologiquement, mais psychiquement éteint, sans éthique ni émotion. L'enquête dévoile qu'Ali a grandi orphelin en Tunisie, marqué par l'abandon et la violence. Arrivé en France, il devient un fantôme, sans papier, isolé, rejeté. Invisible aux yeux des autres. Et lorsqu'il veut exister, il choisit la manière la plus terrifiante, laisser les médias et l'histoire écrire son nom avec le sang. Quand son arrestation est annoncée, les journaux le désignent comme un monstre. Mais ce n'est pas la peur qui nous hante dans son témoignage. C'est le silence, le calme, et cette normalité du mal qui fait le plus froid dans le dos. Partie 4. Le procès quand la justice fait face à l'ombre. Après l'arrestation d'Ali Ben Yann, la France est secouée par un mélange complexe d'émotions, de la colère, de la douleur, mais aussi une forme de stupeur glaciale face à la cruauté glaciale d'un homme venu de nulle part. L'affaire est immédiatement transférée à la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Et là, ce n'est plus seulement un procès, c'est un miroir tendu à la société entière. Qu'est-ce que la justice? Et quelle punition est à la hauteur du mal pur? Le jour de l'audience, Ali entre dans la salle comme un fantôme,
visage impassible, pas une larme, pas un tremblement, rien. Il porte une chemise usée, les mains libres même pas menottées. Il se tient là, entouré de policiers, comme s'il participait à une réunion de routine. Il est entré, comme un invité qu'on n'avait pas convié, mais qui ne se sentait pas illégitime. Témoignage d'un journaliste local. La partie civile, c'est la famille Marat, une mère enceinte, seule survivante de ce drame. Elle est assise, livide, l'air vide. Plus de larmes. Juste un vide silencieux. Le procureur réclame la peine de mort par guillotine, encore en vigueur à l'époque. Mais très vite, l'affaire dépasse le cadre strictement pénal. C'est un affrontement moral. La société a-t-elle le droit de tuer un homme, même s'il est un meurtrier d'enfants? Où se trouve la frontière entre justice et vengeance? Nous ne jugeons pas qu'un homme. Nous jugeons ce que notre civilisation tolère quand elle est blessée au plus profond. Plaidoyer de l'avocat de la défense devant un public figé. Bien que son client ait reconnu tous les faits, l'avocat d'Ali tente une ligne de défense plus humaine. Ali n'est pas un monstre né, c'est un homme brisé par l'exclusion, la misère, l'oubli social. Il n'est pas né pour tuer. Il est né pour être invisible. Et c'est cette invisibilité qui a tué son âme avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Les experts psychiatres sont formels, Ali Ben Yann ne souffre d'aucune pathologie mentale. Il est pleinement conscient. Il comprend ce qu'il a fait. Il sait que c'est mal. Mais ce qui terrifie, c'est qu'il ne ressent rien. Aucune peur. Aucun remords. Aucune empathie. Un expert psychiatre parle de l'ombre affective. Une condition rare où l'individu conserve une logique intacte, mais est totalement coupé des émotions humaines. Ce n'est donc pas la folie. C'est un mal-froid, calculé, assumé. Les médias le surnomment la bête sans visage, l'ombre de la banlieue ou le dernier assassin de la République. Mais dans ce vacarme, quelques voix s'élèvent discrètes, mais lucides. Nous ne pouvons pas combattre la barbarie en la reproduisant. Exécuter un tueur ne fait pas de nous une société meilleure. Des intellectuels, prêtres, journalistes, bien qu'ils soient aussi dévastés par la mort de Maria, appellent à abolir la peine de mort, même pour un crime aussi monstrueux. Ils affirment que si l'on tue Ali, la France ne ferme pas seulement un dossier judiciaire. Elle enterre aussi une opportunité d'apprendre de ses propres échecs sociaux. Avant le verdict, le juge lui demande s'il a quelque chose à dire. Ali lève les yeux, fixe la cour et répond simplement: « Je ne demande pas de pardon. Je ne veux pas mourir non plus. Je m'en fiche, voilà tout. » Une réponse vide, glaciale, sans humanité. Et pourtant profondément humaine dans sa propre absurdité. Le 8 août 1976, la cour d'assises prononce la peine capitale, la guillotine. C'est l'une des dernières sentences de mort en France, car en 1981, la peine de mort sera définitivement abolie. Ali ne fait pas appel. Il n'écrit aucune lettre. Il ne cherche pas à fuir son destin. Et il ne verse pas une larme, pas une prière, pas une dernière phrase théâtrale. Juste le silence. Le même silence effrayant que celui de la nuit où il a tué. Partie 5. L'exécution, le dernier souffle d'un homme oublié. Le matin du 8 août 1976, à la prison de Marseille, la nuit est épaisse, moite, sans un bruit. À l'intérieur des murs, tout est déjà en place. La guillotine, démontée depuis des années, a été discrètement réassemblée. On l'appelle la veuve. Elle n'attend qu'un seul homme ce matin-là, Ali Ben Yann, 26 ans, condamné pour le meurtre atroce d'une fillette. Il est 4h10 quand un gardien frappe doucement à la porte de sa cellule. Yann, c'est l'heure. Ali se lève,
sans poser de questions. Il ne dit rien. Pas un cri, pas un refus. Juste un soupir, léger, presque humain. Il marche calmement, pieds nus sur les dalles froides. Il est vêtu d'un simple pantalon gris et d'un t-shirt usé. Il n'a demandé ni visite, ni prêtre, ni dernière volonté. Seulement un café noir, qu'il a bu en silence. C'est un mort-vivant. Il marche sans âme. Raconte un gardien, choqué par son calme. La procédure est clinique, déshumanisée, presque indécente dans sa froideur. 3 juges, un procureur, le bourreau et quelques témoins officiels. Aucun mot de compassion, aucune tension dans les gestes. Tout est huilé, répété, précis. Ali est placé sous la lame, attaché. Il tourne la tête, regarde le plafond et murmure, presque pour lui-même. Je savais que ça finirait comme ça. Le couperet tombe. Un bruit sec. Un corps sans tête. Et le silence. Ali Ben Yann est l'un des derniers hommes exécutés légalement en France. Et pourtant, son nom est absent des livres d'histoire. Pas de plaque. Pas de mémoire. Rien. Juste un fantôme bureaucratique, enterré sans bruit. Pourquoi ce silence? Parce qu'il ne servait aucun récit glorieux, ni aucune cause. Il n'était ni figure politique, ni héros déchu. C'était un criminel pauvre, un immigré, sans voix, sans défenseur, sans amis. Un homme dont la mort dérangeait autant que sa vie. La société a souvent tendance à croire qu'exécuter un meurtrier clôt le chapitre. Mais dans le cas d'Ali Ben Yann, c'est l'inverse. Sa mort a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Pourquoi un homme si jeune, sans passé criminel violent, a-t-il sombré aussi vite? Pourquoi la société ne l'a-t-elle jamais vu venir? Et surtout, combien d'Ali Ben Yann se cachent encore dans les marges de nos villes? Ce n'est pas excuser. C'est comprendre. Car un système qui punit sans comprendre est un système aveugle. Ali Ben Yann est mort sans gloire, sans cri, sans larmes. Mais il a laissé derrière lui un héritage invisible. Un malaise. Une question suspendue. Et une preuve terrible que la justice n'efface pas toujours le mal. L'histoire d'Ali Ben Yann n'est pas seulement celle d'un meurtrier. C'est aussi celle d'un vide, d'un échec social, d'une ombre que nous n'avons pas voulu regarder en face. Il n'était pas un monstre mythologique. C'était un jeune homme ordinaire, avec un passé effacé, une vie marginale et un cœur vide. Et dans ce vide, la violence est engouffrée. Alors la vraie question est là. Sommes-nous une société qui soigne ses plaies, ou une société qui les cache sous le sang des coupables? Est-ce qu'exécuter un homme suffit à éradiquer le mal? Ou bien ne faisons-nous qu'endormir notre conscience jusqu'au prochain drame? Ali est mort. Maria aussi. Et avec eux, 2 mondes opposés se sont effondrés. Mais entre les deux, il reste nous. Ceux qui regardent. Ceux qui racontent. Ceux qui peuvent choisir de faire mieux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou simplement fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vos mots, vos questions, vos doutes sont le début de conversations qui comptent. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines enquêtes. À très bientôt. Et souvenez-vous, derrière chaque fait divers, il y a une vérité que la société n'ose pas toujours affronter.